La vie après une relation toxique. Est-ce qu'un pervers narcissique a conscience qu'il est dépourvu d'empathie? Eh bien non. Pour lui, c'est même une force. Il comprend qu'il n'est pas comme les autres, mais il croit que c'est nous qui manquons de quelque chose. Il respectera que les règles de la société que lui a décidé de respecter. Ou sinon, il les respectera, mais pour donner une bonne impression et mieux vous manipuler. Pour rappel, voici les différentes phases par lesquelles vous êtes passé pour tomber sous les griffes de votre bourreau. La première phase, qu'on appelle lune de miel, c'est l'idéalisation. Il va vous faire sentir spécial. Ça sera une relation parfaite à vos yeux. La deuxième phase, c'est l'érosion de votre identité. Il va commencer petit à petit à vous dévaloriser, à vous humilier. La troisième phase, c'est la triangulation, soit avec une ex ou une maîtresse en vous comparant constamment. La quatrième phase, c'est l'isolement. Il va vous éloigner de vos amis, de votre famille, et il va vous mettre dans le brouillard le plus total. Et c'est là que vous serez totalement sous son emprise. Les phases, bien évidemment, peuvent se superposer lorsqu'il sent qu'il vous perd ou que vous essayez de vous rebeller. Il s'adoucira et puis reprendra la dévalorisation, passera par un état à un autre. Voici les étapes qui vont vous conduire vers la guérison petit à petit. La première, la dévastation. Ensuite, la dénégation. Puis, vous allez passer par la confiance en soi, la compréhension, puis les émotions différées. Ensuite, le trouble de stress post-traumatique. Et enfin, la perte de l'innocence, comme on pourrait l'appeler. Là aussi, les phases se superposent où l'une peut bloquer ou regresser. Revenons à la première phase, la dévastation. Lorsque vous quittez une personne narcissique ou perverse narcissique, c'est le vide, le choc. Et on passe par une crise de destruction. Soit on va abuser de l'alcool ou de la cigarette, des drogues, des médicaments. On aura parfois des pensées suicidaires, peut-être on fera une dépression. Il y a une vraie détérioration physique. Lorsque vous passez par cette phase, il est vraiment important de reprendre un rythme de vie et de faire attention à soi. Donc, essayez de mettre en place peut-être quelques minutes par jour de méditation ou de relaxation. Prenez un maximum de bains de soleil si vous en avez dans votre région, ou tout au plus de vitamine D. Faites des cures de vitamines d'ailleurs, D, B6, B12. Essayez d'aller vous balader chaque jour pour vous oxygéner un maximum. Essayez aussi de manger 3 fois par jour. Dormir entre 7 à 9 heures maximum. Essayez de vous lever à une heure qui est acceptable pour démarrer la journée et soignez un maximum votre hygiène, c'est-à-dire faites-vous joli, prenez bien soin de vous, de votre physique, votre aspect physique aussi. Ces éléments paraissent banals, bien entendu, mais lorsque vous sortez d'une relation d'emprise, eh bien, toutes ces choses qui paraissent futiles, ou je vais dire normales pour des personnes qui n'ont jamais connu l'emprise, eh bien, lorsque on a été une victime, justement, on oublie tout ça. On s'est complètement abandonné à l'autre au point qu'on s'est oublié. On ne sait plus qui on est, on ne connaît plus nos besoins, donc il est vraiment nécessaire dans les premières périodes de bien prendre soin de vous, de votre santé, de votre physique, santé mentale et physique. Ensuite, la deuxième phase, la dénégation. Dans cette période-là, vous serez assez inconstante, vous serez dans un pseudo-bonheur, une recherche d'attention.
Vous risquez peut-être d'aller un petit peu fouiller sur les réseaux sociaux, voir ce que fait votre ex. Vous allez essayer de lui faire croire et de lui montrer que vous n'avez plus besoin de lui pour être heureuse. Peut-être que vous allez même vous lancer dans une toute nouvelle relation qui passera par là et qui pourra combler ce vide que vous ressentirez à ce moment-là. Si vous buvez et abusez de l'alcool, c'est le moment d'arrêter pour éviter justement de contacter et d'envoyer des messages à votre ex. Qui n'a jamais fait ça d'ailleurs? Lorsque l'on boit après une déception amoureuse, cette tendance à envoyer des messages à nos ex. La troisième phase, c'est la confiance en soi. Donc vous serez plutôt dans l'incertitude, l'anxiété, la curiosité, vous allez vous faire des films, vous allez culpabiliser, vous contredire. Donc faites attention évidemment à la dissonance cognitive à ce moment-là. Donc la dissonance cognitive, pour rappel, ce sont avoir des pensées qui sont contradictoires. Beaucoup d'émotions vont se mélanger les unes aux autres. Ça sera peut-être l'occasion justement de réfléchir sur la relation que vous avez eue avec votre partenaire, entre ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, comment a-t-il agi, est-ce qu'il vous a réellement montré son amour ou était-ce simplement des paroles. Durant cette période, vous allez essayer de reprendre confiance en vous, puisque vos émotions vont être vraiment mélangées. Essayez d'être dans le no contact avec votre ex-partenaire. Si vous avez des enfants avec lui, vraiment, arrangez-vous pour que ce soit le minimum requis et uniquement ce qui concerne les enfants et rien de plus, et surtout pas sur votre vie privée ou ce que vous faites en ce moment. Aucun appel, aucun texto, pas de réseaux sociaux. Arrêtez d'aller fouiller dans les réseaux sociaux. Je sais que c'est plus fort que vous, mais ça vous torture en fait l'esprit et ça vous fait croire que lui est heureux alors que ce n'est pas forcément le cas. Pas de rencontre par hasard pour essayer justement de rencontrer votre ex par hasard dans la rue ou dans un endroit que vous fréquentez. Ne parlez plus de lui, un minimum en tout cas. Essayez de vous débarrasser de ses souvenirs au niveau matériel. Si vous avez des photos, des écrits, peu importe, essayez de vous débarrasser un maximum de souvenirs. S'il fait mine de revenir, ne mordez pas à l'hameçon. Évitez l'alcool, restez vraiment un maximum dans le contrôle avec vous-même, retrouvez plutôt vos amis, votre famille, renouez le contact justement avec vos amis et votre famille. Et alors, n'essayez pas non plus de le recontacter une dernière fois, il s'en fout complètement, pour lui c'est juste une preuve qu'il vous a encore sous son emprise. La quatrième phase, c'est la compréhension. Donc là, vous allez peut-être commencer à lire des bouquins, à regarder des reportages ou des vidéos ou des films concernant l'emprise et vous allez tout doucement comprendre que la personne avec laquelle vous étiez n'était pas totalement clean. On se sent malade dans cette période, physiquement parlant. On peut être choqué, dégoûté. On a des éclairs de compréhension lorsque certaines pièces se mettent en place. On a des moments de paranoïa aussi, des serrements dans la poitrine. Donc physiquement, quand même, on ressent beaucoup de choses. Cela arrive quand on commence à travailler sur soi et sur ce qui s'est passé. On se pose des questions, mais en fait, il s'est foutu de moi dès le départ ou tout le temps. Mais comment j'ai pu être aussi naïve ou comment ai-je pu y croire, comment peut-on faire ce genre de choses à quelqu'un, etc. Vous allez vraiment avoir mille et une questions qui vont vous traverser la tête et pour autant vous n'aurez pas toujours les réponses. Donc vous commencez à comprendre comment son cerveau peut-être fonctionne aussi à force de vous informer. Pour autant, le plus difficile pour vous est de comprendre ce manque total d'empathie, d'émotion et de sentiments qu'il peut avoir. C'est difficile de saisir ce manque d'émotion vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un. C'est pour cette raison que vous passez par différentes phases de choc et de dégoût lorsque vous comprenez les choses qu'il vous a fait faire ou dire et la façon dont il vous a traité. À ce moment-là, les pièces du puzzle s'emboîtent. Le pervers narcissique n'est pas victime de lui-même.
qu'il ait eu une enfance difficile, qu'il ne sait pas, soi-disant, comment faire, etc., ou comment on pourrait l'aider, ne commencez pas à avoir pitié de lui. Sinon, vous êtes reparti dans l'engrenage. La victime, n'oubliez pas, c'est vous d'abord. On arrive à se demander si ce n'est pas nous qui sommes à ce moment-là plutôt perverses, narcissiques, tellement on en vient à le haïr, ou parce que c'est lui qui nous l'a fait croire durant la relation. Est-ce que c'est moi qui les fais devenir ainsi? Parfois, les victimes se posent ce genre de questions. Rien que le fait que vous vous posiez la question est bien la preuve que non, car un pervers narcissique ne se pose pas ce genre de questions. D'accord? Ensuite, la 5e phase, c'est plutôt les émotions différées. Donc, lorsque on est passé par ces différentes phases de questionnement, on en arrive à ce phénomène où vous allez ressentir de la colère, la dépression, la jalousie par rapport à la vie qu'il vit en ce moment, la tentation à vouloir le recontacter, ne serait-ce que pour lui faire savoir que maintenant vous savez qui il est. Et il vous fera passer pour une folle ou celle qui le harcèle auprès justement de sa nouvelle victime ou de ses amis que vous auriez en commun. Donc ne tombez pas dans le piège. La 6e phase, c'est les troubles de stress post-traumatique, la torpeur, la sensation d'être déconnecté, des flashbacks parfois qui vont vous revenir, une aversion à l'amour et au sexe, on s'isole beaucoup, comme si on avait peur ou que l'on craigne que les hommes soient tous comme ça. Vous allez être aux aguets et cela va vous épuiser. Normal, car ce que vous avez vécu était intense et c'est suffisant pour vous déconnecter évidemment de beaucoup de choses. À cet instant, vous réalisez ce que vous avez vécu et c'est normal que vous vous sentiez fatigué à cause de toutes ces vagues d'émotions qui vous tombent dessus. Donc n'hésitez pas à trouver un thérapeute, évidemment prenez le temps de bien le choisir. Pleurez, évacuez toutes ces émotions, ressentez-les, accueillez-les pour pouvoir évidemment mieux avancer par la suite. Et la dernière phase, celle que on pourrait nommer la perte de l'innocence, eh bien l'idée que l'on avait du monde n'est pas tout à fait ce que l'on croyait. Et il faut en faire le deuil et savoir l'accueillir. On voudrait croire évidemment que tout être humain a du bon en soi et c'est normal de le croire. Ce n'est pas évidemment toujours le cas pour des personnes qui ont ce genre de troubles de la personnalité, parce que ce sont des personnes qu'on peut dire malades et qui sont du coup, par leur maladie, égoïstes, vraiment à la puissance 1000. Ce sont des personnes qui ont vraiment un trouble de la personnalité et ça, il y a encore des recherches autour de ce genre de personnalité puisqu'il n'y a pas encore vraiment de conviction sur la guérison de ce genre de personnes. Dorénavant, vous allez être beaucoup plus attentive aux actes qu'aux paroles. En tout cas, soyez-le. Vous apprendrez à avoir plus d'amour pour vous. Vous pouvez devenir beaucoup plus peut-être spirituel grâce à cette expérience. Vous apprendrez à avoir plus confiance en vous et votre intuition et vous serez plus posé, plus calme certainement avec le temps. Travailler sur soi est vraiment important pour sa propre évolution, mais après ce genre d'expérience, vous ne pourrez que grandir à tous les niveaux. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.